Aujourd'hui, je suis au volant du tout nouveau Volkswagen Tiguan de 3e génération. Et il faut dire que le Tiguan, c'est un véhicule non pas que j'appréciais, mais c'est un véhicule que j'ai beaucoup respecté. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais oui, c'est un véhicule que je respecte beaucoup. Parce que la 2e génération, elle était vraiment très robuste, très posée. Elle avait un côté statutaire pour une marque généraliste qui était assez rare. Là, c'est Tiguan, c'est pas la première fois qu'on le voit sur la chaîne, hein. Je l'ai pris en main lors d'une OP avec Volkswagen à Marseille. Je l'ai en version TDI. C'est la 3e génération, sortie cette année. On va avoir beaucoup de lumière sur cette vidéo, je suis désolé, on est en plein soleil. Ce que je dois dire, c'est que globalement, je suis pas aussi convaincu par cette génération. Mais bien entendu, on va avoir quelques minutes pour développer ce propos. Bon, déjà, on va présenter ce qui se passe en termes de finition, en termes de prix. La Tiguan de nouvelle génération, le Tiguan, commence à partir de 40 000 €. La version que j'ai actuellement, c'est une finition élégance, donc c'est à peu près, il y a 3 niveaux de gamme, 5 niveaux de gamme je crois sur le Tiguan actuel. Donc ça va de Tiguan, Life Plus, élégance, Airline, Airline exclusif et Airline exclusive édition, je ne sais plus trop. Et là, on s'approche des 60 000 € pour la finition sur laquelle je suis. Alors avant que vous criez au scandale au niveau du prix, parce que même moi quand j'ai lu la fiche technique et le prix, je me suis un petit peu étranglé, j'ai toussé. Et bien je suis allé quand même regarder ce qui se passait au niveau de la 2e génération sur les finitions les plus hautes de la Tiguan. Et il s'avère qu'on était au-dessus de 50 000 € pour des airlines exclusives par exemple, mais équipés d'un moteur TDI 200 chevaux, 4Motion. Là, on n'a pas ça, parce que là on est en 2 litres TDI, 150 chevaux, traction, on n'a pas de 4Motion, on n'a pas de DCC Pro, et on va y revenir, ça pose un petit problème en termes de châssis on va dire. Mais on a des options intéressantes comme le régulateur adaptatif. J'ai l'affichage tête haute, j'ai les sièges ergonomiques, enfin ergomatiques, donc j'ai des sièges massants, et le pack hiver avec le siège chauffant et le volant chauffant, ce qui est assez utile parce que là il fait pas très chaud. Donc voilà, on est autour des 60 000 €, le prix exact je ne l'ai pas en tête, je crois qu'on est à 59 000 €. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai un peu de mal à l'avaler, vous le savez très bien. La concurrence à ce niveau-là fait un peu mieux. J'ai pas envie de dire le nom de la marque américaine de voitures électriques que tout le monde connaît, mais voilà, pour 10-15 000 € de moins, on peut avoir en termes de rapport prix, prestation, équipement, mieux que cette Tiguan là. Pourquoi cette version TDI? Parce que j'ai voulu la tester sur un long trajet. Les versions PHEV ne m'intéressent assez peu sur le Tiguan et en plus elle commence assez cher hein. Pour une version PHEV hybride rechargeable, vous devez dépenser au minimum 53 000 €. Ça me paraissait un petit peu moins pertinent à essayer, surtout que le Tiguan, hein, qui est le véhicule le plus vendu de Volkswagen au monde, hein, il est connu pour sa version TDI, hein, son TDI 150 qui est un moteur très connu désormais. Et on va parler de ce moteur TDI parce que je pense que c'est l'organe principal de cet essai. C'est le TDI, son agrément et comment il va se marier avec le châssis de cette voiture. Et après plus de 500 km, un week-end en Normandie avec ma famille, décidément le diesel, c'est très compliqué pour moi. Quand il s'agit d'avaler les kilomètres, il n'y a aucun souci. On le met à 133 au régulateur, ça fait 130 au GPS et on roule sans aucun problème avec le régulateur adaptatif impeccable, même si j'ai pas l'assistance au changement de voie. On ne va pas faire la fine bouche, on est là pour conduire les voitures, pas pour se laisser porter. Par contre, lorsqu'on arrive en ville, ça commence à être compliqué parce que le moteur, il gronde beaucoup. La sonorisation est très bonne, mais ça reste un diesel derrière, devant moi, donc forcément, il s'entend. Et l'agrément est pas top, dans le sens où on a beaucoup de séquences de roulage en roue libre, et donc on a assez peu de douceur dans la transmission. Et ce qui se passe, notamment en ville, c'est que comme on n'a pas le DCC Pro, on a énormément d'effets de roulis, même sur route. Hein. La conduite dynamique avec ce Tiguan, vous oubliez complètement, alors que la version que j'avais à Marseille avait le DCC Pro, et on pouvait y aller sans aucun problème. C'est une option qu'il faut cocher absolument, le DCC Pro, hein, donc c'est la suspension adaptative. Parce que sinon, ça la transforme pas en pachyderme, mais en un véhicule qui est vraiment très lourd à manipuler. Forcément, dans ces moments-là, je ne peux que penser à une RAV4 hybride ou n'importe quoi d'hybride en SUV, même un Austral hybride, qui va être beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable, beaucoup plus coulant à conduire dans les mêmes conditions. Après,
sur autoroute, elles ne vont pas se débrouiller de la même façon. Quoique, on va en revenir au niveau de la consommation, vu ce que j'ai tiré sur mon essai d'une semaine, il y a à redire là-dessus. Mais il est évident que sur une utilisation mixte, une hybride sera plus adaptée. Là, le diesel est vraiment d'un autre temps. Vraiment, ça ne marche plus pour les véhicules du quotidien. Ça, c'est ma position. On ne peut pas parler de cette Tiguan sans revenir un petit peu sur l'aspect extérieur et intérieur de la voiture. Comme je l'ai dit en introduction, l'une des raisons qui faisait que j'appréciais beaucoup la deuxième génération de Tiguan, surtout dans ses versions supérieures, c'était cette stature, cette proportion des éléments de carrosserie qui étaient vraiment bien travaillés pour un SUV. Et là, sur cette troisième génération, sur les versions entre guillemets non sportives, on a un peu perdu de cette élégance-là. Elle est beaucoup plus ronde, beaucoup plus gentillette dans son aspect. Moi, je vais me concentrer sur la face avant et cette calandre fine, accompagnée d'un pare-choc proéminent. Et je trouve que ça ne marche pas. En termes de proportion, on dirait qu'il y a une espèce de 2 tiers, 1 tiers qui pour moi ne fonctionne pas. Ça fonctionne un peu mieux en version Airline parce que le pare-choc est plus agressif. Et de toute façon, la plupart des SUV fonctionnent mieux lorsqu'ils sont en version sportive. À l'intérieur, je dois dire que là aussi, je préférais peut-être l'ancienne génération. Parce que cet écran tactile de 15 pouces, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour monter mes vidéos, j'ai un MacBook Pro M1 14 pouces. L'écran tactile qui est là est plus grand que celui de mon MacBook Pro. Ok, vous allez me dire, mais Davy, tu as apprécié l'écran tactile de la Tesla Model 3 ? Et je vous dirai, vous avez raison. Je vais essayer d'être cohérent dans ce que je raconte et vous allez voir dans quelques instants, je vais y revenir. C'est pas tant la taille de l'écran tactile, c'est son intégration. On dirait que la plupart des marques essayent de singer Tesla en mettant des écrans comme ça dans leurs habitacles et en se disant que ça va passer. Sauf que ça ne marche pas. Pourquoi ? Ça ne marche pas à cause du système d'exploitation. Le système MIB4 de Volkswagen n'est pas mauvais en soi. C'est son articulation qui est à revoir. Pourquoi je dis ça ? Prenez Tesla. Je vous remets par la même occasion le lien de la vidéo vers l'essai de la Model 3 pour comprendre les explications que je vais vous donner. Le système d'exploitation de Tesla, il est basé sur ce que j'appellerais une interface 2 écrans, 2 menus. Vous avez le bouton voiture qui vous ramènera toujours aux options principales du véhicule et vous aurez toujours un affichage du véhicule avec ce que le véhicule voit et une carte. Quelques menus optionnels en bas de l'écran, ce qui fait qu'il est quasiment impossible de se perdre dans les menus de Tesla. En ce qui concerne une Volkswagen, ou une Audi, ou même une Skoda, c'est beaucoup plus compliqué. On essaye de reproduire la construction d'un smartphone dans une voiture. Tesla, vous avez vraiment l'impression d'aller dans les options de la voiture, alors que là, on a l'impression d'avoir un smartphone ou un iPad qui est plaqué sur mon habitacle. Et ça pose plusieurs problèmes. C'est qu'on a un tas de menus et de sous-menus qui sont très compliqués à identifier. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les fameux raccourcis sur la bande supérieure de l'écran tactile. Et ils suffisent, entre guillemets, à parcourir la plupart des options. Mais autrement, c'est le fouillis. Quand j'appuie sur le bouton principal, j'ai 2 menus. J'ai 2 pages de menus que je peux configurer. Mais ça ne va pas changer mon expérience de conduite et ce n'est pas indispensable. J'ai fait une semaine sans configurer cet écran principal. La climatisation, elle est gérée avec des touches en bas, c'est toujours apparent. Ce qui fait qu'en termes d'ergonomie, on perd beaucoup de bon sens. Tout ce qui est contrôle de climatisation, on va dire quotidien, comme là on est en hiver, le désemballage des vitres, et bien maintenant c'est tactile. Donc c'est pas naturel. Ça sera jamais naturel, à part si vous prenez l'habitude d'aller chercher ces 2 commandes-là. Pareil pour le contrôle des lumières qui sont sur la plaque, toujours chez Volkswagen, à gauche du volant. Ça donne l'impression qu'on continue quand même à faire quelques économies. Et c'est un peu dommage. En définitive, ça nous donne un habitacle qui se veut être épuré, mais qui ne parvient pas à l'être, et qui, au demeurant, demeure moins qualitatif que la précédente génération. En face de moi, j'ai un écran full digital de dernière génération, qui est entouré d'un plastique noir brillant. Bon, on ne le touche pas, donc c'est salissant, oui, mais on ne touche pas, donc ça ne pose pas de problème. Mais sur le reste de l'intérieur, oui, on a de beaux matériaux, c'est de bonne facture. Et au niveau de la sellerie, au niveau des sièges, c'est très confortable. Bon, à l'arrière, bien entendu, la place du milieu, c'est une place, on va dire, de dépannage. Et le coffre offre assez de place, même si je m'attendais à légèrement plus de coffre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la consommation pour terminer cet essai. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que je ne suis pas ultra convaincu. Sur mon essai longue durée, donc plus de 500 km, je suis actuellement à 6,3 litres au 100. Donc sur un peu plus de 500 km de parcours mixte, autoroute, route, ville,
Et je dois vous admettre que je trouve ça un petit peu élevé. Je suis même pas certain que la version TSI aurait consommé plus que ça. Elle a plein d'artifices, hein. Le mode roue libre, la désactivation des cylindres qui est impossible à mettre en place sur un diesel, hein. En termes de tremblement, ça ne marcherait pas. Qui fait qu'elle arrive à économiser beaucoup de carburant sur certaines phases. Là, le TDI n'y arrive pas. Et en ville, la consommation, ça va être du 6,5, 7,5 au 100. On a quand même un bon réservoir, donc on peut tabler très facilement au-dessus des 950 km d'autonomie avec un plein. Ça, c'est génial. Mais la voiture n'est pas si économique que ça. On a fait l'essai de la Passat et ses consommations qui est sortie à 4,3, mais la Passat n'a pas le même effet de pénétration, le coefficient de pénétration, le CX, que ce Tiguan, ce qui explique cela. Donc forcément, ça consomme un peu plus. Mais je dois dire que je suis partiellement déçu de la consommation de ce Tiguan et que forcément, ça réveille un petit peu l'intérêt que j'aurais pu avoir pour une version TSI, voire hybride rechargeable, même si pour ma part, c'est assez hors de prix et forcément un petit peu moins pertinent à essayer. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez de cette Tiguan. Moi, globalement, j'ai quand même pas mal apprécié mon essai. Mais j'ai passé mon temps à me dire « Ah, qu'est-ce que ça aurait été bon avec une hybridation ?» Une hybridation full, hein, c'est-à-dire une hybridation à haute tension, avec des phases de roulage en tout électrique. Et c'est peut-être ce qui manque, hein, vraiment dans la gamme Volkswagen, je l'avais déjà expliqué. Il manque des hybrides full, hein, dans le groupe Volkswagen. Je sais que ça prend du temps, il y a beaucoup de moyens pour les développer et que Volkswagen a tout mis sur sa gamme ID. À tort ou à raison, ça c'est à vous de le dire. Donc, je reste sur ma faim. Je lui donnerai un bon 6,5 sur 10. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur les véhicules Volkswagen ou du groupe Volkswagen que j'ai essayé sur la chaîne, ou d'autres SUV, je vous mets les liens dans la description. Et je vous retrouve dans un instant pour ce prochain essai. Conduisez prudemment. Peace.